Un film, donc c'est le MACBA, vous allez voir les directeurs du MACBA et les collaborateurs du MACBA, qui est le musée d'art contemporain de Barcelone, qui est le meilleur, enfin, des centres d'art contemporain les plus pointus en Europe. Et je vous dirai après pourquoi on peut parler, et on essaie d'appliquer maintenant les musées à ce niveau-là. Jusqu'à très récemment, le MACBA était un bâtiment dessiné par Richard Meyer qui avait un grand contraste avec le tissu urbain de la zone dans laquelle il s'est implanté. C'est l'endroit où, traditionnellement, il y avait eu un couvent. Il y a aussi la Casa de la Caritat, donc l'hôpital pour les sans-abri, qui est juste derrière nous. Et encore une chapelle qui fait partie de ce couvent. L'usage de cette chapelle a été accordé au MACBA en 2005. Et en 2007, un bâtiment qui se trouve de l'autre côté de la place avait été aussi donné au MACBA. En janvier 2014, la mairie de Barcelone nous accorde aussi l'usage de ce bâtiment, des restes du couvent. Et si jusqu'à présent, le centre de gravité du musée était dans le bâtiment Meyer, dès à présent, le centre de gravité de ce musée se trouve dans le centre d'une place publique. L'ensemble nous fait penser que le musée n'est plus un bâtiment, mais un ensemble urbain dans le cœur de la ville. Nous avons regardé les espaces publics qui nous entourent et nous avons vu que l'ensemble est en fait une succession de places publiques et de zones piétonnières. C'est aussi dans cet esprit que le musée souhaite de plus en plus travailler dans le contexte urbain et au-delà de ces murs. La réalité qui nous entoure a beaucoup changé dans les 5 dernières années. Elle a beaucoup changé du point de vue économique. Ce contexte a beaucoup changé aussi à cause de l'évolution des politiques locales et du rapport entre les politiques catalanes et espagnole. Elle change, comme toutes les sociétés occidentales changent par rapport aussi au changement technologique, mais aussi par rapport aux états d'âme, aux états d'esprit généralisés, aux peurs, aux désirs que toute société doit gérer aujourd'hui. Ces changements de contexte sont en parallèle avec des changements d'organisation. Notre organisation a été conçue en 2008-2009 pour fonctionner avec un budget déterminé. Nous faisons opérer cette institution maintenant avec un 30% de moins de ce budget. Et cela veut dire aussi que toute l'organisation doit repenser et réinventer la manière de travailler ensemble. Et on se trouve aussi que les rôles des personnes qui forment cette organisation ont aussi changé. Pour penser les musées différemment, on met la méthodologie du travail à l'intérieur du musée. C'est pour ça que les projets des nouveaux commanditaires nous semblaient très intéressants, méthodologiquement. Par exemple, nous, au musée, on a décidé de casser cette segmentation historique très dure entre les expositions et les programmes publics. C'est-à-dire que d'un côté était effectivement la collection, les expositions, évidemment, on va dire en fait les financements les plus sérieux étaient destinés aux expositions et à la collection. Et de l'autre côté, les programmes publics qui était pensé comme toujours comme quelque chose de secondaire, quelque chose qui venait après, quelque chose qui venait illustrer les expositions. Aujourd'hui, justement, si on commence à penser les musées comme un lieu de production de connaissances collectives, comme un lieu de rencontres, comme une machine en fait pour penser les futurs, pour transformer la société, on ne peut absolument plus penser en fait à ces rapports entre les expositions et les programmes publics comme un rapport secondaire. Non, donc du coup, par exemple, au musée, on a décidé avec Bartomeu Marí que Valentin Romain et moi-même, on n'allait plus en fait être directeur des expositions et directeur des programmes publics, mais plutôt qu'on allait constituer une équipe de recherche dans laquelle on allait travailler transversalement à la production justement des espaces critiques qui traversent aussi bien les expositions que
que les programmes publics, que les programmes d'études indépendants, qui vont parfois au-delà des musées, en fait. Et justement, si l'exposition, c'est la fin d'un processus de recherche, de travail collectif, des constitutions d'un groupe de citoyens en fait, qui vont rentrer en rapport avec un artiste, ça c'est totalement différent. Du coup, effectivement, l'exposition n'est plus du tout séparée du programme public. Et les programmes publics ne pourra jamais venir après simplement illustrer une exposition. Donc justement, c'est ça qui nous semblait crucial en fait du projet des nouveaux commanditaires et qu'on espère en fait de réussir à justement aller encore plus loin, à apprendre, à transformer les musées. Les projets nouveaux commanditaires en fait nous semblent s'inscrire totalement en fait à l'intérieur de cette manière nouvelle de penser la relation entre la société et les musées. Le challenge est aussi de faire évoluer le comportement du musée en interaction avec ses publics, ses usagers, les communautés autour, avec toujours des œuvres d'art qui vont faire partie du patrimoine commun, qui que ce soit son propriétaire. Ça, je pense que n'est plus une question importante aujourd'hui, mais la fonction, c'est-à-dire comment cet objet, cette œuvre d'art, cet événement, ce phénomène, ce service va exister par rapport à une communauté qui l'a demandé, comment cette œuvre d'art va aller au-delà de ceux qui l'ont commandé, de ceux qui l'ont demandé, et comment le musée va jouer un rôle pour garantir et pour assurer tout cela. Alors, ce film est extrait d'un site internet que vous pouvez consulter qui s'appelle lesnouveauxcommanditaires.com, non, .eu, pardon, Europe. Alors, ce matin, un philosophe nous a rappelé l'importance de l'invention des formes. Je partage évidemment en tant qu'artiste ce point de vue. Et le domaine où on invente des formes, c'est l'art. Et en tant qu'artiste, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait recréer des conditions, je suis un artiste des années 60, recréer les conditions permettant à l'art d'assumer des fonctions sociales aussi déterminantes que celles qu'il avait assumées depuis la Renaissance, jusqu'aux années 60, justement. À partir des années 60 jusqu'à maintenant, nous sommes de rentrer dans une période d'indécision, de flou sur le rôle social de l'art, dont j'aimerais sortir, dont je pense que le nouveau commanditaire peut nous aider à sortir. Alors, ces deux rôles majeurs de l'art depuis la Renaissance, qui a été dramatisé avec l'invention de la démocratie, c'était la conquête de deux. Il y en a deux pour moi. C'est la conquête de l'individualité, la première. Les artistes ont été pour nos sociétés occidentales à l'avant-garde et les figures emblématiques de la conquête de l'autonomie de la personne, de l'affirmation de son irréductible singularité. Ils ont trouvé les mots pour le dire, les attitudes pour le dire, et je pense, avec des lettres de philosophes, je pense que les philosophes ont joué un rôle très important aussi, trouver les mots pour dire, parler de soi, parler de ce qu'on est, nous, comme individus. Et l'autre grande ambition était l'émancipation des formes, c'est-à-dire depuis l'invention de la perspective qui mettait à distance le monde tout d'un coup était là, moi je suis ici, j'établis une distance critique entre le monde et moi, je sors d'une relation fusionnelle et religieuse au monde, et je pars à sa conquête avec l'aide des sciences. Et cette émancipation des formes de perception du monde et émancipation de toutes les formes de retranscription symbolique de ces formes, l'art a joué un rôle évidemment majeur, qui a eu des effets en sciences, qui a eu des effets dans des tas de domaines. Cette libération de la perception, des modes de perception du monde, sortir toute cette perception, tous ces modes de perception du monde de ces conventions établies, était un long chemin. Et dans les années 60, c'était fini. Je veux dire, c'était après Dada, Marcel Duchamp, la nouvelle vague en cinéma, tous les arts, le nouveau roman, tous les arts avaient achevé leur émancipation des formes. Se poser la question de dire quels sont ces nouveaux challenges, quelles sont ces nouvelles ambitions qui étaient aussi
tellement puissantes qu'elles étaient implicites. Les artistes ne se sont jamais dit « je pars à la conquête de l'individualité », la société ne s'est jamais dit « nos artistes sont à la conquête de l'individualité », c'était un fait qui se faisait. Même chose sur l'émancipation des formes. Et tout à la fois une grande ambition collective, puisque ça aboutit à la démocratie, quand même à l'invention de la démocratie, qui est une association d'individus qui ont chacun leur conception et leurs convictions, libres et égaux en droit. Et la question se pose de savoir maintenant quel rôle peut jouer l'art. J'en vois deux qui sont directement liés à ça. La première, c'est comment est-ce qu'on fait société avec des individus devenus libres et égaux en droit. Et c'est un sacré challenge. Et je pense que c'est une invention de forme aussi, exactement comme pour l'invention de l'individualité. Et que les niveaux communautaires, je vous raconterai le processus et le protocole des niveaux communautaires après, permettent d'aborder frontalement la question de la démocratie pour ce qu'elle est, c'est une vue de l'esprit, une utopie auquel il faut donner des formes satisfaisantes. Il faut trouver les mots pour dialoguer, il faut trouver des attitudes pour pouvoir négocier avec les autres, il faut pouvoir... C'est une pièce de théâtre, la vie. Et qui fait quoi, comment est-ce qu'on joue pour aboutir à une œuvre commune, qui peut être la démocratie et qui peut être une œuvre d'art. J'ai essayé de lier les deux. L'autre lien, c'est avec cette émancipation des formes. Il faut quand même savoir que c'est la première fois de l'histoire que l'art peut prendre n'importe quelle forme. L'art s'est libéré de tous les genres. L'art, ce n'est plus le nu, ce n'est plus la nature morte, ce n'est plus le bouquet de fleurs. C'est exactement tout ce qu'on veut. Ça peut prendre n'importe quelle forme, utiliser n'importe quel matériau. Et ça, c'est directement lié à cette émancipation des formes. Mais à quoi sert-elle, cette liberté? À quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle peut, au service de quoi est-ce qu'elle peut se mettre? Alors, nous, artistes, on était seuls depuis 2 siècles, depuis la disparition du fait qu'on ait coupé le cou au roi et à toute autorité religieuse qui pouvait représenter un ordre culturel commun, auquel tout le monde adhérait, les artistes aussi. On s'est retrouvés seuls depuis la Rome antique, qui ont bien mis en scène cette solitude. Nous étions seuls à devoir décider de tout. Pourquoi faut-il créer? Quelle est la raison d'être de l'art? Quels sont les chantiers à accomplir? Et cette solitude, on est toujours dedans. Et je pense qu'il faut inventer donc une nouvelle forme de relation entre la société, ses artistes et leurs œuvres. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai mis quelques temps à le trouver, mais j'ai fini par trouver et j'ai eu la chance d'avoir une grande fondation en France, privée, qui s'appelle la Fondation de France, qui a aussitôt accepté de l'expérimenter en situation réelle, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Donc, ça a permis de vérifier la pertinence de cette proposition que j'ai faite, qui s'appelle le protocole de niveau communautaire. Alors, ce protocole, ça vient aussi de l'art conceptuel, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, redéfinit le rôle de chacun. En démocratie, donc, on est tous supposés être acteurs. La grande ambition fondatrice de la démocratie, c'est de nous sortir du rôle de victime ou de spectateur de l'histoire pour devenir un acteur. Dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais au moins sur la scène de l'art, comment est-ce qu'on peut permettre aux gens, à notre société, à cette association d'individus, d'être des acteurs? Comment partager les rôles, comment partager les responsabilités? Donc j'ai redéfini le rôle de chacun, je dis finalement qui est légitime pour exprimer les besoins de l'époque auxquels l'art pourrait éventuellement répondre. Et quand je parle d'art, c'est de toutes les disciplines artistiques. C'est la musique, c'est l'architecture, c'est le design, c'est le théâtre, c'est les arts plastiques, évidemment. Donc, c'est toutes les disciplines artistiques. Donc, je dis finalement qui est légitime pour dire les besoins de l'époque et qui est légitime pour interpeller l'artiste et être pris au sérieux, c'est le citoyen. Donc, ce protocole, c'est en fait un outil, une manière d'organiser l'action qui permet à quiconque le souhaite de prendre la responsabilité d'une commande d'œuvre d'art. Et je parle de responsabilité, parce qu'il faut dire une bonne raison d'investir dans la création, une bonne raison de déranger un artiste et d'être cru par lui. Il faut que la raison soit suffisamment intéressante pour justifier ses dépenses financières. Et le faire sous la forme de la commande, qui est une grande forme traditionnelle. Je renoue avec la tradition de toute l'histoire de l'art, après ces 2 siècles d'entracte. Et à l'artiste, je le ramène l'artiste dans sa fonction première, qui n'est pas de jouer l'homme orchestre et d'assumer tout, avec le tambour dans le dos et le cymbale sur la tête, c'est de revenir à son métier fondamental, sa responsabilité fondamentale, qui est l'invention des formes.
Et cette invention des formes, il peut l'assumer, d'autant mieux que cette libération des formes permet à l'art de prendre en compte n'importe quelle problématique, ce qui est tout à fait nouveau. On n'est plus dans les problématiques religieuses, on n'est plus dans les problématiques rituelles, on n'est plus dans les grandes problématiques que j'ai dites. L'art est à même actuellement, les artistes sont à même d'inventer des formes spécifiques pour toutes les problématiques contemporaines. Aussi complexes soient-elles, aussi différentes, aussi variées soient-elles. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire. Et là, donc, je propose au citoyen de jouer son rôle, d'assumer sa responsabilité, c'est à la société elle-même maintenant d'assumer aussi son rôle, nous sommes en démocratie, aux artistes, donc ça, et pour faire le lien entre ces acteurs, pour permettre aux citoyens ordinaires, où qu'ils soient et qui qu'ils soient, ça s'adresse vraiment à n'importe qui, dans n'importe quel lieu, et de fait, l'expérience montre que tout le monde a réagi, tout le monde accepte de jouer le jeu, quel que soit son milieu social, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit le lieu. Je ne sais plus, je vais revenir. C'est le citoyen qui est commanditaire. Oui, c'est le citoyen qui est commanditaire. Donc, oui, voilà. Il ne faut pas apporter aux citoyens les compétences qu'il faut. Qui sont les artistes contemporains? Quels sont les bons artistes contemporains? Et j'insiste énormément sur la qualité de ces artistes. C'est pour ça qu'on travaille aussi au niveau des musées, on travaille les meilleurs artistes dans le monde. Et s'il faut venir un artiste du Japon, on le fera venir du Japon, parce que si on estime que c'est lui qui peut répondre à cette demande, c'est lui qui viendra. Donc, qui connaît la situation de l'art contemporain? Qui fait quoi? Quelles sont les exigences de création? Comment est-ce qu'on monte un budget? Comment est-ce qu'on monte une production d'œuvres? Comment est-ce qu'on fait le lien entre tous les acteurs? C'est le rôle de ce que j'ai dit tout à l'heure ce matin, de médiateur. De tous ces gens qui ont les compétences dans le domaine artistique. Et qui font déjà le lien entre les œuvres et le public. Que ce soit au niveau d'une bibliothèque, que ce soit au niveau d'un musée, d'une salle de concert, d'un opéra, peu importe le domaine de création artistique, tous ces gens ont une responsabilité générique, faire le lien entre l'œuvre et le public. Et je leur propose de continuer et de faire simplement d'apporter ces compétences entre les personnes. Et donc le public n'est plus une entité abstraite, ça devient des personnes. Et d'apporter ces compétences, donc je redéfinis donc les rôles, les citoyens d'assumer ce rôle d'expression des besoins de l'époque et d'assumer le passage à l'acte, aux citoyens, aux artistes d'inventer les formes, aux médiateurs, aux professionnels de l'art dont vous êtes, d'apporter les compétences nécessaires, aux élus politiques. J'ai dit, je ne vous demande pas votre opinion sur l'art contemporain, vous me direz des bêtises. Par contre, je vous demande d'assumer votre rôle, ce que vous faites toute la journée, c'est-à-dire d'écouter les gens, de faire la médiation politique. C'est effectivement de faire le lien entre les besoins exprimés par vos électeurs et si vous estimez que ces besoins sont intéressants et méritent attention, vous essayez d'y répondre. Ils ont besoin d'une école, ils ont besoin d'une route, ils ont besoin de quoi que ce soit. Et votre rôle est d'y répondre. Si vous estimez qu'ils sont bien, et si vous répondez bien, vous serez réélu. Ça, vous le faites, c'est votre métier. Faites-le aussi en art et en culture. Écoutez les gens. Si vous estimez que c'est intéressant, aidez-nous à passer à l'acte. Maintenant, il se trouve aussi que des élus passent commande, mais en tant que personne, aux mêmes conditions que le commanditaire. C'est-à-dire qu'il doit expliquer pourquoi. On refuse les demandes d'œuvres sur une place publique ou sur le square parce qu'il faut décorer la ville. Il faut qu'ils nous disent une bonne raison de créer une œuvre dans leur ville. Mais ils agissent à ce titre en tant que personne. Et aux intellectuels, que j'essaie de faire entrer dans le jeu aussi, c'est de nous aider à développer une intelligence collective. C'est quoi la responsabilité de l'intellectuel? D'avoir l'intelligence d'une situation, d'un enjeu, trouver le mot pour le dire qui soit compréhensible, et éventuellement développer une intelligence donc collective, et induire éventuellement un passage à l'acte ou non, mais au moins un débat, une prise de conscience. Donc, petit à petit, j'implique de plus en plus d'intellectuels, de philosophes, de géographes, de peu importe, de tous les domaines, s'impliquent de plus en plus dans ce développement du niveau communautaire pour passer, parce qu'entre l'expression souvent intuitive, souvent maladroite, mais où les gens sont quand même convaincus qu'il faut y aller, des commanditaires, qui relèvent un besoin fort, et l'intelligence collective, il y a quand même tout un travail à faire. Parce que ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on vit on vit l'époque de mutation la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nos générations se privilègent, au malheur. On n'a jamais connu ça et on ne connaîtra jamais ça parce que ce qu'on a connu maintenant, c'est peu de choses à côté de ce que nos générations futures vont connaître en termes de mutation culturelle.
que ce soit en termes d'intelligence artificielle, que ce soit en termes de biochimie, de biologie, dans tous les domaines, ça va être incroyable. Et que je pense que la seule manière que les hommes auront de pouvoir ne pas être dépassés par ça, c'est la création. C'est leur capacité de création, de réinvention. Puisque cette culture, c'est quand même la capacité des hommes d'inventer leur propre rapport en relation au monde. Donc, voilà. Donc tous les acteurs sociaux se trouvent impliqués. Tout le monde a une responsabilité égale, hein. Tout le monde doit jouer le jeu. Tout le monde est amené à être courageux et intelligent. Parce que si l'un lâche et abandonne, rien ne se passe. L'œuvre ne produit pas. Et pourquoi je donne une telle importance à l'œuvre d'art? C'est l'œuvre qui permet de donner une dimension d'intérêt général à des besoins exprimés par des gens qui parlent en leur nom propre. Vous avez quelques personnes dans une commune, dans un lieu, peu importe, dans un hôpital, quelques personnes qui en leur nom propre expriment un besoin, demandent qu'il soit pris en compte, se battent pour qu'il soit pris en compte. Et qu'est-ce qui va donner une vraie dimension d'intérêt général à ça? C'est l'œuvre d'art qui sera produite. D'où l'importance de la qualité de l'artiste et de la qualité de l'œuvre. Ce n'est pas de l'art, ce qu'on dit en France de manière un peu vulgaire, ce n'est pas du socio-cul. Ça ne peut pas être du socio-cul. Sinon le passage à la dimension d'intérêt général ne se passe pas, du moins dans le domaine de l'art. On peut faire des tas d'actions socioculturelles de grande importance et de grande valeur, mais dans le domaine de l'art, où on aboutit à une œuvre qui tient la route, qui garde sa richesse d'interprétation pour tout le monde, et pas seulement maintenant, mais pour l'avenir, on atteint vraiment l'art. C'est ça la différence entre une œuvre d'art et un produit de professionnel ou un produit d'un artiste de talent, mais qui n'a pas de génie particulier. Ce sont des œuvres qui meurent aussitôt qu'elles soient consommées. Voilà en grand le schéma. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vous vois. On dit que c'est bon? Allez-y. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, j'aimerais en tout cas faire le lien avec quelques éléments des exposés du matin, hein, puisqu'ils sont particulièrement clairs par rapport à votre intervention. J'en ai relevé 4. Monsieur Mascal qui avait appelé à ce que nous dépassions une structuration du champ culturel entre producteurs et consommateurs, et il me semble que votre protocole consiste au moins en un des moyens d'opérer ce dépassement. J'avais noté une de ces phrases, puisqu'il prônait le droit pour les individus et pour les groupes d'être producteurs de leurs attentes. Et il me semble que c'est bien à cela que vous essayez de concourir. Et bien sûr, derrière la figure du médiateur que vous proposez, on voit bien l'intermédiaire dont Marc Mascal parlait entre les formes et les contenus, les individus et les groupes. Je suis particulièrement sensible au dépassement des attentes individuelles au nom de l'intérêt collectif, bien sûr, hein, sinon il n'y a pas de démocratie possible. Et il me semble que l'équipe de recherche que le film évoquait, qui crée des espaces critiques à l'intérieur du musée, l'intelligence collective, renvoie bien à l'exposé de Raphaël tout à l'heure, hein, sur les orientations générales du décret. Donc il me semble que vous nous permettez un peu oui. De boucler un peu la boucle, hein, si vous voulez, entre ces questions de sens et ces questions d'opération. Ce que je trouve amusant au niveau commoditaire, c'est que c'est très paradoxal. Il faut être absolument soit s'affirmer comme individu pour faire l'action collective. Il faut que vous disiez ce que vous avez dit, il faut que vous vous battiez, il faut que vous affirmiez vos valeurs, vos convictions, vos conceptions, négocier avec les autres, faire des compromis et passer à l'action. Mais si vous ne le faites pas, il ne se passe rien. Donc c'est tout à la fois, c'est pour ça qu'il faut des porteurs de problématiques. Qui va apporter la problématique de l'époque? Qui va dire les besoins de création de l'époque? Qui? Ça ne peut pas être l'élu politique, parce qu'il est le premier à représenter des conceptions et des convictions très différentes. Il ne peut pas. Ça ne marche pas. Celui qui se prenait pour l'évêque du coin ou le roi, ça ne marche plus. Donc, ça ne peut pas être l'administration culturelle. Qui? Personne. C'est ça un des grands problèmes actuellement. Et c'est le problème dont vous souffrez directement via des notions budgétaires. La grande faiblesse de la culture, c'est son absence de légitimité politique. La culture n'est pas portée politiquement par la société elle-même. C'est ça qu'il faut absolument obtenir. Le jour où vous aurez
le grand-père qui amènera son petit-fils au musée en disant « Voilà, mon vieux, ça c'est moi qui ai commandé ça », parce qu'à l'époque c'était important, et cette œuvre qu'on avait mise dans notre maison communale ou dans le local de l'association, surtout maintenant au musée, tout d'un coup, le lien se fait, et tout d'un coup, on sait, aucune société ne mettra des milliards sur la création, comme toutes les sociétés avant nous l'ont fait. Toutes les grandes époques de mutation avant nous ont mis des fortunes sur la création. Nouvelle architecture, nouvelle peinture, nouvelle musique, nouveau théâtre. Et nous, on est incapable de le faire. Par absence de légitimité, qui va justifier la dépense? Aucune société ne mettra des milliards sur la création si elle ne sait pas pourquoi. Et qui peut dire pourquoi, si ce n'est le citoyen? Encore faut-il organiser l'action. C'est le rôle des médiateurs, c'est votre rôle. Est-ce que vous pouvez justement apporter quelques précisions sur deux points? Comment est-ce que les médiateurs, comment est-ce qu'ils informent, comment est-ce qu'ils forment peut-être les citoyens, entrer dans le débat de la commande? Et une deuxième question, est-ce que les commanditaires sont séparés des financeurs? Oui, parce que les commanditaires n'ont pas l'argent. Donc c'est de l'argent qui soit des subventions publiques, soit des mécénats privés. Et qui est le même argent, hein. L'argent du mécénat privé, c'est un crédit d'impôt. Donc, de toute façon, c'est un investissement de la collectivité. Et la subvention publique, c'est aussi une espèce de don. Je donne l'argent. Le circuit n'est pas le même. Pour le don, le mécénat, vous donnez directement l'argent à la cause que vous voulez. La subvention publique, vous donnez l'argent à l'État qui redistribue. Mais c'est le même argent. Donc, c'est une responsabilité du commanditaire de dire et de convaincre de la nécessité pour la communauté d'investir dans la création. C'est un de ses rôles quand il dit une raison d'être là, une raison d'investir dans la création, c'est une de ses responsabilités. Quand j'ai proposé ça à la Fondation de France il y a 25 ans, évidemment la question de savoir est-ce que M. Dupont et Mme Diron ont un désir d'art contemporain? En principe, non. Tous les préjugés disaient que non. Est-ce qu'ils vont développer une intelligence d'enjeu suffisante que pour pouvoir le dire de manière convaincante, de pouvoir intéresser quelqu'un, un artiste, un financeur, peu importe. Est-ce qu'ils auront le courage d'être comptables de la dépense de cet argent? Parce qu'effectivement, à chaque vernissage, la plupart du temps, ils se font allumer. Hein. Pourquoi vous avez dépensé autant d'argent pour ça? C'est à eux de le défendre. Et est-ce qu'ils auront simplement le désir de ça? Et la réponse est oui. Ils développent un courage étonnant, une intelligence des enjeux. Dès que vous donnez aux gens la capacité, je répondrai à votre question, dès qu'on informe les gens de 36 manières, hein. En Belgique, ils ont fait appel à les radios, les télévisions locales, la presse. En France, on a fait du porte-à-porte. Au début, c'était comme on vendait des encyclopédies universalistes, on toquait aux portes d'associations, on allait voir les élus locaux en disant quelles sont les forces vives du pays qu'on peut aller voir. Et puis un tel disait, mais non, pas moi, mais allez voir un tel. Et petit à petit, il a fait boule de neige. Par exemple, en Bourgogne, tout le monde sait que ça existe, on s'adresse directement au médiateur. Enfin, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous allons voir, votre exposé a certainement suscité des questions ou des demandes d'informations, de compléments. Non, mais ce que je voudrais dire aussi, ça coûte moins cher que la politique de l'offre. Parce que la politique de l'offre, même pour une société riche, coûte une fortune. On vit quand même dans une économie politique de l'art qui est une économie patrimoniale. On vit sur l'accumulation patrimoniale. On dépense une fortune à acquérir, une fortune à conserver, une fortune à valoriser. Et l'économie de la demande d'expérience qu'on en a depuis 25 ans, en France et en différents pays d'Europe, c'est quand même beaucoup moins cher. Même si les œuvres coûtent cher, hein, il y a des œuvres qui coûtent 1,5 million d'euros quand même. Ça coûte toujours moins cher que le fonctionnement de n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai posé la question ce matin pour l'opéra. Le coût d'un opéra ou d'un orchestre symphonique, le simple coût, on a parlé en France de l'orchestre symphonique, des deux orchestres symphoniques de Radio France, vous en supprimez un avec les 60 millions d'euros, vous faites de la France le plus pays de cocagne pour la création musicale. Parce qu'on a des commandes de musique aussi, on peut les développer avec simplement 60 millions d'euros, c'est absolument extraordinaire ce qu'on peut faire. Vous prenez le coût de n'importe quelle pièce de théâtre, vous faites beaucoup de choses avec ça. Donc le coût de la création est quand même infiniment moins cher que le coût de la politique de l'offre. Mais si on a fait cette politique patrimoniale, c'est qu'on ne sait pas par défaut, c'est qu'on ne sait pas comment rendre les gens acteurs. Non. Je vous laisse avancer sur ces prises de position et je voudrais vérifier si elles suscitent des réactions dans le public.
La responsable de l'opéra n'est plus là pour préparer sa propre disparition. Non, mais il faut garder. Je ne cherche pas. Le musée est un lieu de mémoire. Vous n'avez pas d'espèce humaine sans mémoire. Vous savez que si vous ne transmettez pas la mémoire à un enfant, il meurt. Il ne sait même pas marcher. Donc c'est essentiel à l'espèce humaine la transmission de la mémoire. Donc il faut s'appuyer sur ces transmissions de la mémoire. Mais il faut pas. Il y a des limites à trouver quand même. Et que l'art contemporain soit aussitôt mis dans les réserves de musées qui soient créées, c'est absurde. Parce qu'on demande aux artistes de créer pour le musée. C'est absurde. L'œuvre n'a même pas le temps de vivre, on n'a même pas le temps d'avoir une vie sociale. Dans le meilleur des cas, elle est achetée, mise dans la réserve, exposée pendant 2 mois dans le meilleur des cas, et puis Tintin, c'est fini. Toutes les autres, évidemment, disparaissent. Oui, une question. Oui, j'ai le micro et pour une fois, je vais l'utiliser. Ah ben, oui. Je voulais demander si vous pourriez nous donner un exemple concret de ce protocole mis en œuvre. Peut-être le cas de Barcelone, vers quoi a-t-il débouché ? Ou bien un autre exemple que vous aurez. Mais je vous dis, une des premières commandes qui m'ont vraiment conforté dans ma démarche, je pense que je suis sur la bonne direction, c'est un médecin qui appelle à la Fondation de France en disant « Excusez-moi de vous déranger », c'est la téléphoniste qui avait trouvé que c'était à moi qu'il devait s'adresser, en disant « Je suis l'assistant du professeur Durigon, qui était à l'époque un des grands pontes de la médecine médico-légale. Je suis l'assistant professeur de Rion. Nous avons donc un institut médico-légal qu'on vient de rénover, sauf la salle des départs, ce qu'ils appellent la salle des départs, qui est à la morgue. Et disant, c'est scandaleux, j'ai besoin d'un artiste, personne ne me prend au sérieux, le ministère de la Culture me rigole au nez, les hôpitaux de Paris ne veulent pas entendre parler de moi. Et donc je cherche un mécène. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un artiste ? Pourquoi vous n'avez pas un décorateur ? Parce qu'à l'époque, c'était la grande grève des infirmières qui a duré 6 mois en France. Je dis, vous imaginez ce que ça peut vouloir dire dépenser de l'argent dans l'hôpital actuellement ? C'est explosif. Et il me dit, mais monsieur, vous ne m'avez pas compris, je n'y connais rien à l'art, mais je pense que seul dans une société laïque, seul un artiste peut proposer inventer des formes de relations dignes à la mort, contemporaines. Oui, effectivement, j'étais un peu interloqué. Et je lui ai dit, écoutez, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, d'après ce que vous me dites au téléphone, il y a quand même, pour l'époque c'était en francs, mais il y en a pour 200 000 € au bas mot. C'était une très grande salle, avec des salles de reconnaissance des morts, une salle de méditation, enfin, une salle d'accueil. Mais je lui ai dit, de toute façon, je ne peux pas vous donner l'argent à vous, il faut que vous créiez une association, il faut que vous soyez un groupe de personnes qui assumez cette responsabilité, il faut que les directeurs et les directrices de l'hôpital vous donnent son aval, évidemment. Il me rappelle qu'un jour après, en disant, monsieur, ça y est, on a créé une association, enfin on avait déjà une association qu'on va réactiver avec le directeur de l'hôpital, qui était en fait une femme, directrice, et le chef de service, à 3. Et ils ont, contre tout le monde au sein de l'hôpital, ils sont arrivés à créer une marque qui est devenue un exemple. On vient du monde entier la visiter maintenant. Mais les syndicats voulaient faire bloquer toute l'inauguration. Heureusement que le chef syndicaliste s'est tombé malade avant, la veille. Mais sinon, c'était vraiment une bagarre. Les architectes des hôpitaux de Paris étaient furieux, ont essayé de bloquer le projet. Enfin, c'était une vraie guerre, une vraie bataille qu'ils ont assumée, qu'ils ont gagnée. Maintenant, c'est très touchant parce que dans le film que j'ai fait sur cette commande, les gens de salle, de la morgue, disaient, quand nous allons à la cantine, on nous évite, on nous appelle les morguiers, tout le monde, c'était vraiment la peste de l'hôpital. Il dit, maintenant, nous sommes objets de respect. Mais bon, ça, c'est l'anecdote. Mais c'est des commandes, de belles histoires comme ça, j'en ai des centaines maintenant à vous raconter. C'est toujours... il y a une intelligence, c'est jamais de la décoration, c'est toujours de vrais enjeux contemporains, de vraies questions contemporaines. Même simple au niveau d'un tout petit village de 25 habitants, même peu importe la situation, c'est toujours intéressant. Alors, c'est au médiateur de dire non aussi, hein, c'est aussi au médiateur de dire votre demande n'est pas intéressante, ou votre demande est trop personnelle, n'intéressera pas les autres, on n'aura pas de dimension collective. Où on n'est pas là pour faire de la décoration. Un des métiers des médiateurs est de dire non, quand même de veiller au respect des exigences de la création. On est là pour faire œuvre, on n'est pas là pour faire de l'animation culturelle. Et les gens acceptent, je dis pourquoi est-ce que les gens acceptent la bagarre ?
Il y a plein de bagarres. Hein. Il y a des commanditaires qui se sont fait agresser physiquement. Il y a des commerçants dans la ville de Tours qui ont commandé une sculpture qui s'appelle maintenant le monstre de Xavier Veillant à cette bonne ville de Tours. Vous imaginez le débat public que ça a soulevé. Le rédacteur en chef local a dit que de l'histoire de la ville, il n'y a jamais eu de débat public comme ça. Toutes les familles étaient divisées en deux, pour ou contre le monstre du doyen de l'université à la famille du Boucher. Tout le monde était, ça a duré des années, 3-4 ans. La presse était d'une violence absolument incroyable. Et ces bonnes femmes ont résisté. Elles ont défendu ça en débat public. Elles ont été devant le conseil municipal défendre le projet. Elles ont gagné. La ville a payé la réalisation de l'œuvre et l'entretien maintenant de cette œuvre. Et maintenant, c'est devenu un personnage de la ville. Mais il y a des femmes qui se sont fait agresser physiquement, des commanditaires. Chez d'autres, c'est jamais simple. C'est jamais facile. Où est-ce qu'ils trouvent le courage de faire ? Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle envie ? Et je pense que c'est de l'art. Parce que c'est une prise de risque. Quand je disais aux gens au début, mais c'est pas que l'artiste va arriver avec sa proposition, vous allez vous enfuir en courant. Pas du tout. Il n'y a aucun préjugé sur les... Mais il m'a été répondu, c'est une très jolie réponse, mais monsieur, on sait que ce n'est pas la publicité, l'art. On sait que c'est une prise de risque. On sait bien que ce n'est pas la télévision. Donc, on sait bien qu'on va prendre un risque. Mais ils veulent inventer quelque chose. Ils veulent réinventer leur rapport au monde. Ils veulent prendre ce risque. Et je pense qu'ils n'auraient pas ce courage-là si ce n'était pas de l'art, justement. D'où ce rôle, ils ne connaissent rien à l'histoire de l'art, mais ils ont une intelligence du rôle de l'art dans notre culture qui est assez étonnante. Là, je pense que l'art pourrait à nouveau jouer le rôle que nous admirons tous quand nous regardons l'histoire de l'art, en disant « Ah, c'est formidable à la Renaissance, c'est tellement formidable au Moyen-Âge, c'est tellement formidable à telle époque. » Et nous, on ne dit pas ça. Donc il faut absolument le dire. Je pense que, je dirais même plus, je pense qu'on peut imaginer que ce que nous avons jusqu'ici connu que la période primitive d'un art qui va naître, à cause de cette richesse des problématiques et à cause de cette incroyable capacité d'invention des formes maintenant. C'est peut-être tout à fait étonnant, cet art de la démocratie, le grand art de la démocratie. Voilà, j'arrête. Est-ce que vous avez aussi un exemple où c'est une collectivité? Parce que les deux exemples que vous donnez sont très conflictuels. Donc ce sont des gens qui veulent et qui imposent finalement leur projet aux autres. Bon, est-ce qu'il y en a où c'est... Mais ils imposent une nécessité... Ça vient d'en bas. Ça vient d'en bas et puis ils trouvent les mots pour la justifier. Ils trouvent les mots pour dire... J'ai une très jolie commande aussi dans un petit village. Il y a traumatisés par un événement qui s'est passé au XIXe siècle, il y a un siècle. 2 républicains avaient été envoyés au bagne, ils sont morts au bagne, pour avoir incendié le village. Ils avaient été accusés d'avoir incendié le village. Avant même la fin de le procès, on savait que ce n'était pas eux. Mais pour des raisons politiques, ils ont quand même été envoyés au bagne parce qu'ils étaient républicains. Et l'un était boulanger et l'autre était, je crois, l'instituteur. Et un siècle après, c'est une agricultrice, comme ça, qui disait au médiateur, qui est du médiateur, mais en bref, ce que je voudrais, c'est un monument à la justice de la justice. Bon, elle n'impose rien, elle lève une question qui traumatise le village, comme ce médecin, ce rapport digne à la mort, vous êtes le premier à le savoir. Quand vous allez dans une morgue chercher un des parents à l'hôpital, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre, c'est indigne la plupart du temps, c'est un vrai problème. Alors, il n'impose pas, il lève un problème de société. Et ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ce qui fait scandale, ce n'est pas l'artiste, ce n'est pas l'œuvre, c'est le fait que M. Dupont prenne l'initiative. Et ça choque tout le monde. Ça choque, à Tours, dont j'ai parlé, ce qui choque les gens, c'est de quel droit ce type prenne, ou cette femme, cet homme, prennent la responsabilité, trouble la vie publique. De quel droit? Et c'est aux commanditaires de dire de quel droit ils le font. Et ils trouvent les mots pour le dire. Ils le disent, ils sont convaincants. Est-ce qu'il y a encore avant que nous allions vers la conclusion, est-ce qu'il y a encore des questions à adresser à M. Herz? Traumatisé. On peut parler de votre rôle. Hein. Votre rôle, c'est vous êtes les mieux placés pour faire le lien. Écouter les gens, connaître leurs préoccupations culturelles. Alors, effectivement, il faudrait trouver des médiateurs artistiques qui soient à même de vous aider à trouver l'artiste juste. Aux artistes à qui on dit on n'est pas sur la scène de l'art. Hein.
excusez-moi, on n'est pas sur le marché de l'art. Parce qu'on fait travailler des artistes dont les œuvres valent $1 million ou d'1 million d'euros. Hein. Mais on leur dit des zones d'économie réelles. On n'est pas du tout des zones d'économie spéculatives. Ils acceptent tous.